Afrique du Sud, le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, a lancé à Johannesburg sa campagne pour les élections générales de 2019. Elle promet de raviver le rêve né lors de la chute de l'apartheid. La Croix-Rouge nigériane a tenu une rencontre dans le nord du pays, théâtre d'affrontements et d'enlèvements par les insurgés de Boko Haram, occasion pour le CICR de lancer un appel à l'endroit des autorités. En Tanzanie, les familles en deuil continuent à identifier les corps à Ukara. Pendant ce temps, le bilan de l'accident du bateau sur le lac Victoria grimpe à 218 morts pour un seul rescapé. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information sur Sika. En Tanzanie, les familles en deuil continuent à identifier les corps à Ukara. Pendant ce temps, le bilan de l'accident du bateau sur le lac Victoria grimpe à 218 morts pour un seul rescapé jusqu'à là identifié. Mesdames, Messieurs, suivez donc cet élément pour plus de précision. 218 morts. Le bilan du naufrage du ferry MV Nyerere dans le sud du lac Victoria en Tanzanie ne cessait de s'alourdir au fur et à mesure que les jours passent. Alors que tout prédisait la découverte essentiellement de corps sans vie, à la surprise générale, un survivant a été extrait de l'épave. Le MV Nyerere a chaviré à quelques dizaines de mètres à peine d'Ukara. De la catastrophe, les témoins et les survivants ont donné deux versions différentes. Selon certains, des passagers se sont déplacés vers l'avant du navire à l'approche du débarcadère, un mouvement qui pourrait avoir déséquilibré le bateau. Selon d'autres, la personne se trouvant à la barre, distraite par son téléphone portable, a raté la manœuvre d'approche et souhaitant se rattraper, a effectué une manœuvre brutale qui a fait chavirer le ferry. Le président tanzanien John Magufuli a quant à lui rapporté que les premiers éléments de l'enquête indiquaient que le capitaine du bateau ne se trouvait pas à bord, mais avait délégué ses fonctions à un subordonné sans expérience. Cependant, le facteur surcharge du navire n'est pas écarté. Il semble d'ores et déjà mis en cause. Le nombre de victimes, 218, additionné au nombre de rescapés, 41, surpasse largement la capacité du bateau établie à 101 personnes. Sans oublier que pour l'heure, le nombre exact de personnes se trouvant à bord du bateau au moment du drame reste inconnu. En Libye, les combattants de forces du gouvernement d'union nationale se sont engagés dans de nouveaux affrontements avec des groupes armés au sud de la capitale libyenne Tripoli. Notons qu'il s'agit du gouvernement reconnu par la communauté internationale. De nouveaux affrontements ont repris dans la matinée de samedi dans le sud de la capitale libyenne. Ils viennent ainsi mettre un terme au combat qui marquait une pause au lendemain d'une journée de violence ayant fait au moins 15 morts et des dizaines de personnes blessées. Nous essayons de protéger la population des missiles qui tombent chaque jour dans les zones d'Enzara, Zouk, Al-Jama et Tripoli. Nous essayons de garder la guerre loin de Tripoli. Nous ne voulons pas la guerre, mais nous défendons nos familles, nos maisons et tout cela pour défendre Tripoli. Nous soutenons le gouvernement d'union nationale. Nous sommes ici pour défendre les citoyens, les innocents et les enfants, et nous ne reculerons jamais. Victoire à mort dans la volonté de Dieu. Via un communiqué publié dans la nuit de vendredi à samedi, le gouvernement d'union nationale a appelé la mission de l'ONU en Libye à placer le Conseil de sécurité face à la réalité des événements sanglants en Libye pour qu'il assume ses responsabilités, notamment afin de protéger les civils. Malgré un accord de cessez-le-feu conclu le 4 septembre sous l'égide des Nations Unies, les affrontements ont repris de plus belle cette semaine, notamment dans le quartier de Salah Eddine et sur la route de l'aéroport international de Tripoli, détruit en 2014 par des combats similaires. En Afrique du Sud, le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, l'ADA, a lancé à Johannesburg sa campagne pour les élections générales de 2019. Elle promet de raviver le rêve né lors de la chute de l'apartheid il y a un quart de siècle. Les images et sons. Devant quelques milliers de partisans habillés aux couleurs de l'Alliance démocratique,
Mutsi Maïman a dressé un bilan sévère du régime du Congrès national africain, l'ANC, au pouvoir depuis les premières élections libres de 1994. L'Afrique du Sud, que je vois aujourd'hui, n'a rien à voir avec celle dont nous rêvions en 1994, a déploré le chef du principal parti de l'opposition dans un discours prononcé au cœur d'un quartier pauvre en cours de réhabilitation au centre de Johannesburg. Ce rêve que tout le monde partageait est devenu un cauchemar, a-t-il lancé en dénonçant la corruption de ses dirigeants, le chômage et l'insécurité qui affectent le pays. Singulièrement visé par ce discours, l'ancien président sud-africain Jacob Zuma, contraint à la démission en février dernier par son propre parti, l'ANC, en raison des multiples scandales politico-financiers qui ont émaillé la fin de son mandat. Aux élections locales de 2016, l'ANC a enregistré son plus mauvais score national, 54%, nourrissant du coup les espoirs de l'Alliance démocratique, 27% en son temps, qui espère bien le priver de sa majorité parlementaire absolue en 2019. Longtemps considéré comme un parti de blanc, l'Alliance démocratique a ouvert sa hiérarchie aux Noirs notamment en confiant en 2015 sa direction à Mutsi Maïman, un Noir de 38 ans. Au Cameroun, deux principaux candidats de l'opposition, Maurice Kamto et Joshua Oshi, ont lancé à Douala leur campagne électorale en vue de l'élection présidentielle. Ceci, faut-il le rappeler, doit avoir lieu le 7 octobre prochain. Voici les images. La campagne pour la présidentielle camerounaise a démarré. Et déjà, les candidats convoitant le fauteuil présidentiel rassemblent leurs militants et sympathisants. Plusieurs meetings ont donc eu lieu samedi à travers tout le pays. L'engouement est là, les Camerounais ont envie de ce changement et nous ne nous trompons pas. Nous pensons que le 7 octobre, les Camerounais seront à la hauteur des attentes du monde entier, de dire qu'il faut tourner la page et il faut aller finalement de l'avant. Les médias publics sont confisqués par le pouvoir. Un média dans lequel même les médias privés sont victimes de l'intimidation des pouvoirs publics et du pouvoir en place. Et de ce point de vue, nous constatons avec regret qu'une part belle de l'audience dans l'audiovisuel public est consacrée au régime sortant. Et le sous-préfet de Douala 4e a interdit le meeting dans la nuit. Dans la nuit, il a signé un décret dans la nuit et le matin, ici était militarisé. Vous-même, vous voyez les chars, vous pouvez filmer et voir que vraiment de Dieu, ce n'est pas digne de la République du Cameroun. Nous sommes vraiment déçus. La campagne présidentielle se tient dans un contexte sécuritaire tendu, notamment dans les deux régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest où les séparatistes anglophones armés ont promis que le scrutin n'aurait pas lieu. Pour faire face aux enjeux sécuritaires, la Croix-Rouge nigériane a tenu une rencontre dans le nord du pays, théâtre d'affrontements et d'enlèvements par les insurgés de Boko Haram. Occasion pour le CICR de lancer un appel aux autorités nigérianes. Le point avec Abdoulaye Issa, notre correspondant dans la région. La Croix-Rouge nigériane est devenue l'un des acteurs principaux dans le domaine d'assistance d'urgence dans les localités en proie à l'insécurité. À l'issue d'une rencontre à Kassina, dans le nord du pays, la Croix-Rouge nigériane a tenu à faire un bilan à mi-parcours des différentes interventions dans les localités telles Maiduguri, Zamfara, Yobe. Entre autres, ce fut l'occasion pour l'organisation de lancer un appel à l'endroit des autorités pour plus de sécurité à l'endroit des volontaires. À lieu et place d'assistance, nous sommes devenus les victimes. Les terroristes enlèvent nos collaborateurs et tout récemment, nous avons perdu une collègue dans le nord du pays. En marge de soutien aux efforts de la Croix-Rouge nigériane, le président du Sénat, Bukola Saraki, a condamné le meurtre de Safoura Korsa, un agent de santé du Comité international de la Croix-Rouge, CICR, par des terroristes de Boko Haram. Safoura a été enlevé il y a environ 6 mois dans un camp de déplacés par les terroristes. L'assassinat de la sage-femme de 25 ans a eu lieu à peine un mois après que Boko Haram ait publié des photos et des enregistrements audio de Mme Korsa et de 2 autres travailleuses humanitaires suppliant le gouvernement nigérian. Le meurtre des travailleurs humanitaires
humanitaires qui choisissent de se rendre dans des endroits difficiles au Nigeria et représentent un nouveau point bas des insurgés. Les travailleurs humanitaires faisant partie des personnes les plus courageuses et désintéressées de la planète, les autorités nigérianes ont également appelé les militaires à veiller à ce que les autres travailleurs de la Croix-Rouge, qui sont toujours dans la captivité de Boko Haram, soient libérés. En présentant ses condoléances à la famille et aux proches des défunts, le président du Sénat a déclaré qu'il continuerait à soutenir le gouvernement pour que la paix et la sécurité soient rétablies dans le nord-est du Nigeria. Place à présent au sport, on retrouve Johannes Toanou pour en parler. Johannes Toanou, bonjour. Bonjour. Cela dure une éternité. On ouvre donc la page des sports du golf avec la victoire du Tigre. Tout à fait. Tiger Woods a mis fin ce dimanche à une période de plus de 5 années sans titre en remportant à 42 ans le Tour Championship, dernière épreuve de la saison sur le circuit professionnel américain de golf PGA. Celui qui est considéré comme le meilleur golfeur de tous les temps et qui sera l'une des têtes d'affiche de la Ryder Cup à partir de vendredi près de Paris a décroché le 80e titre PGA de sa carrière, le premier depuis août 2013 et le début donc de ses déboires. On s'en souvient, pour mettre fin à une dizaine de 5 années, il s'est offert à Atlanta l'épreuve sans doute la plus relevée de l'année puisqu'elle oppose les 30 meilleurs golfeurs du circuit professionnel américain. On fait donc le point avec vous, Johannes Toanou, des différents championnats d'Europe, de l'Italie, en Allemagne, en passant bien sûr par la France et l'Angleterre. Tout à fait, on démarre donc avec la France, la 6e journée de Ligue 1. C'était hier le dernier match et avec un Africain, un énorme Bertrand Traoré, l'OL a fait la différence pour s'adjuger le choc de cette 6e journée. Après sa victoire probante face à Manchester City, les hommes de Genesio enchaînent donc par l'entremise de doublé de Bertrand Traoré, Oussem Aouar et Nabil Fekir. On se souvient aussi que le PSG l'a emporté 3-1 à Rennes et reste intouchable avec 6 victoires. À noter le premier but en Ligue 1 d'un autre Africain, Eric Maxime Choupo-Moting. En première ligue anglaise, Chelsea a lâché ses premiers points de la saison sur la pelouse de West Ham, laissant Liverpool seul en tête de la première ligue. Chelsea est donc 3e avant le choc du week-end prochain face à Liverpool. L'image, c'est bien évidemment le match nul de Manchester United avec Paul Pogba dépité. Match nul donc à domicile face à Wolverhampton. Manchester City a lui écrasé Cardiff 5 buts contre 0. En Liga espagnole, c'était soirée plutôt tranquille du côté du Camp Nou, mais ça s'est très mal passé. Le Barça s'est fait accrocher à domicile par Girone. 2 buts partout. L'Anglais a vu rouge et le Barça est freiné, mais rien d'alarmant puisque les Catalans conservent la première place du championnat à égalité, cette fois-ci avec l'autre rival, le Real de Madrid. Le FC Séville est allé battre Levante 6 buts contre 2. L'Atlético Madrid a aussi gagné. En Serie A italienne, c'est donc une 5e victoire en 5 matchs pour la Juventus de Turin de Cristiano Ronaldo qui a encore été buteur à la 82e minute. Le second but a été l'œuvre de Bernardeschi. La Juve l'emporte 2-0 face à Frosinone. L'Inter est allé gagner à la Sampdoria 1-0. Naples a battu le Torino 3-1. Et pour finir en Bundesliga, c'était donc la 4e journée. Et puis, le Bayern ne fait toujours pas de détails. Victoire cette fois-ci, 2-0 en déplacement au Schalke 04. Le Borussia Mönchengladbach a été battu à l'extérieur par le Hertha Berlin 4-2. Le RB Leipzig a été tenu en échec à l'extérieur sur la pelouse de l'Eintracht Francfort, 1 but partout. Voilà donc l'essentiel. Quand je viens maintenant, peut-être rajouter que le Borussia Dortmund a aussi été tenu en échec sur la pelouse de Hoffenheim, 1 but partout. Merci donc à vous pour ces informations sportives qui d'ailleurs referment cette édition, mesdames et messieurs, que nous avons donc du plaisir à vous présenter. Restez en compagnie de Sika car les programmes se suivent dans les toutes prochaines minutes. Vous avez encore rendez-vous avec l'actualité. À très bientôt.